Salut les maîtres zen, dans cette vidéo j'aimerais qu'on discute de est-ce qu'un chien peut être gentil ou méchant. En tant qu'éducatrice canine spécialisée dans les problèmes de comportement, mon quotidien c'est d'accompagner des chiens qui ont des problèmes, qui ont mordu, qui aboient fort, qui se jettent contre les autres, etc. Et j'entends beaucoup de choses, souvent fausses, alors j'aimerais qu'on fasse un petit point. Cette vidéo va du coup se découper en 3 parties. Première partie, est-ce qu'un chien peut vraiment être gentil ou méchant? Deuxième partie, est-ce que des chiens sont plus dangereux que d'autres? Et troisième partie, à quoi faut-il du coup faire attention quand on adopte un chien? Alors première chose, est-ce qu'un chien peut être gentil ou méchant? Eh bien non, je suis désolée en fait de vous apprendre qu'il n'y a pas de chien méchant et il n'y a pas de chien gentil non plus. Même pas votre chien, même pas mon chien. En fait, gentil et méchant, ce sont des étiquettes, des attributs et on ne peut pas attribuer une étiquette comme ça à une personne ou à un animal. On pourrait pas dire telle personne ou tel chien est fondamentalement gentil ou méchant du premier jour de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. C'est juste pas possible et je vous invite à aller regarder la vidéo sur les étiquettes pour mieux comprendre. Donc déjà, ça serait un tout petit peu plus juste si au lieu de dire ce chien est méchant, si on disait ce comportement que vient d'avoir ce chien est un comportement méchant ou agressif. Ça serait déjà un petit peu plus juste de définir le comportement qui a été fait par la personne, l'animal, plutôt que l'entité, l'animal, la personne, l'être vivant en soi. Ça serait déjà un petit peu plus juste. Mais encore une fois, c'est très humain de séparer le bien et le mal. C'est une question de valeur morale. Or, il n'a jamais été prouvé que les chiens ont une valeur morale. D'ailleurs, même pour les humains, tous les philosophes ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. Donc c'est déjà quelque chose qui est très complexe, ce niveau de moralité. Et pour les animaux, simplement, il n'y en a probablement pas. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été prouvé et je pense que c'est beaucoup plus simple et éthiquement juste si on part du principe que les chiens n'ont pas de morale. Ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de bon fond, de mauvais fond, etc. Ça veut juste dire qu'en fait, ce sont des animaux qui vivent avec les objectifs d'un animal, qui est de survivre, de manger, de protéger son territoire, sa nourriture, de chasser, etc. Et non pas de faire le bien ou de faire le mal sur la planète. Et donc, comme tout animal, le chien peut alors se sentir en danger, peut donc avoir peur de quelque chose. Et la peur est quelque chose non seulement de naturel, mais aussi de très utile, parce que c'est important que quand il y a effectivement une voiture qui passe sur la route, que le chien en ait un petit peu peur et qu'il recule plutôt que de se faire shooter. Donc en soi, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal, naturel, c'est un réflexe et le chien en a besoin d'avoir cette peur. Quand le chien se sent en danger, qu'il ressent de la peur, alors il rentre dans son cerveau reptilien et là, il a 3 types de réponses possibles. C'est donc assez limité. Les 3 réponses possibles, c'est la règle des 3 F, le freeze, flight, fight. Donc le freeze, ça veut dire le chien s'immobilise dans un premier temps, c'est ce qui se passe quand le chevreuil vous voit dans la forêt. D'abord, il s'immobilise, il bouge plus pour éviter de faire casser une branche et que vous l'entendiez alors que peut-être vous ne l'aviez pas vu. Ensuite, le chien va prendre une décision rapidement. Soit il doit prendre la fuite pour s'éloigner du danger, soit il doit faire fuir le danger, faire s'éloigner le danger. Dans tous les cas, son objectif, c'est de mettre de la distance entre ce qui lui fait peur et lui-même pour se mettre en sécurité. Soit en s'éloignant, la fuite, le flight, soit en faisant éloigner l'autre, l'attaque, le fight. Donc tous les comportements que l'on met dans la catégorie de comportements méchants ou agressifs, quand le chien cherche à faire éloigner le danger, c'est en fait, dans 99-99% des cas, un chien qui se sent en danger, qui se sent menacé et qui va donc chercher à éloigner le danger. Alors, cette menace, elle n'est pas forcément rationnelle, elle n'est pas forcément vraie. Votre chien peut se sentir en danger parce qu'il a vu un sac plastique au milieu du champ et qu'il n'a pas identifié ce que c'était et qu'il pense que ça pourrait être un danger potentiel. Votre chien peut avoir peur d'une poubelle qui n'est pas là d'habitude. Votre chien peut avoir peur d'un chien qui est 4 fois plus petit que lui. Donc c'est pas forcément un danger naturel, mais ça montre bien que le chien sent à ce moment-là évalue, d'après son évaluation, un danger. Maintenant, vous allez me dire à juste titre, ok, mais alors pourquoi mon chien ne prend pas la fuite? Et c'est vrai, la fuite est l'option normalement préférée par les animaux. C'est-à-dire que normalement, tout animal devrait préférer prendre la fuite à se battre. Pourquoi? Parce que la fuite coûte normalement moins de calories, moins d'énergie et moins de risque de se blesser que de se battre. Donc, les animaux sauvages privilégient la fuite autant qu'ils le peuvent. Maintenant, le chien, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est-à-dire que souvent, le chien ne peut pas prendre la fuite. Soit parce qu'il est attaché au bout d'une laisse, soit parce qu'il est coincé dans un coin de la maison ou du jardin, soit même s'il n'est pas attaché, même s'il est en liberté dans la forêt, eh bien il n'ose pas prendre la fuite parce que la forêt, c'est pas chez lui en fait. Qu'est-ce qu'il ferait une fois qu'il est 50 buissons plus loin dans la forêt? Il fait quoi? Il va pas se nourrir tout seul, donc le chien veut pas se séparer de vous ou de la voiture ou de la maison, d'un endroit qui le protège, du coup il veut pas s'enfuir, ou alors il sait que l'autre danger court plus vite que lui, c'est-à-dire que si il est face à un autre chien, l'autre chien court potentiellement plus vite que lui, contrairement
contrairement à une antilope qui court normalement plus vite que ses prédateurs, le chien n'a pas forcément cette option et donc va souvent se dire qu'en fait il a meilleur temps de se battre plutôt que de fuir. Votre chien peut aussi avoir fait des expériences de fuite, il peut avoir testé la fuite plusieurs fois et s'être rendu compte que ça marche pas, même une fois ça peut suffire, parce qu'il était attaché, parce qu'il s'est fait coincer dans un coin ou autre chose, et du coup à partir de là il peut apprendre que non, en fait la fuite ça ne marche pas. Souvent d'ailleurs la plupart des chiens apprennent que la fuite ne marche pas face aux humains. Par exemple, si votre chien se sent en danger parce que vous voulez lui retirer une tique ou lui brosser les poils, votre chien va souvent, ça peut arriver, se cacher sous le canapé, essayer de prendre la fuite, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le suivre, le sortir de sa cachette et continuer votre soin. Donc dans ce cas-là, le chien apprend que la fuite n'aboutit pas à ses moyens, parce que je rappelle qu'il faut comprendre la fonction du comportement. La fonction du comportement d'un point de vue du chien, c'est de s'éloigner du danger pour se mettre en sécurité. Donc s'il n'arrive pas à se mettre en sécurité, alors il va essayer de tuer, endommager ou éloigner le danger pour être à nouveau en sécurité. C'est aussi important de comprendre en fait comment fonctionne le chien et de comprendre en fait que ses peurs peuvent être complètement irrationnelles et que oui, votre chien peut avoir peur d'un rikiki chihuahua, il peut avoir peur de votre main qui s'approche de sa gamelle même si vous lui avez jamais volé, il peut quand même en avoir peur. Il peut avoir peur du vétérinaire, il peut avoir peur d'un insecte, il peut avoir peur d'un chat, d'un animal non identifié, il peut avoir peur de l'inconnu, il peut avoir peur d'un vélo, d'un enfant, d'une poussette, il peut même avoir peur d'une odeur d'un autre chien qui serait passé et qui semble menaçante ou indiquer la présence de quelqu'un de menaçant. Bref, la liste est longue, votre chien peut avoir peur de plus ou moins n'importe quoi. Ok, donc maintenant qu'on a compris que non, les chiens ne sont ni gentils ni méchants, mais que tout ce que nous, en tant qu'humains, on met dans la catégorie méchant, c'est en fait des chiens qui souvent, très souvent, la plupart du temps, ont peur et du coup se défendent de la peur, ça n'empêche pas pour autant que ça peut être dangereux. Donc on arrive sur la deuxième partie de cette vidéo sur, mais en fait, est-ce que les chiens pourraient être dangereux? Dans quel cas et comment peut-on identifier cette dangerosité? Donc oui, quand le chien est en mode panique, survie, dans son cerveau reptilien, des fois on voit vraiment, il vrille, on voit l'œil qui change de couleur, tout le comportement du chien va changer. À ce moment-là, votre chien est sous adrénaline et il a qu'une priorité, c'est de se mettre en sécurité. Donc l'adrénaline va décupler ses forces. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir très peur au point de penser que vous allez mourir, mais c'est assez impressionnant la force que donne l'adrénaline, la vitesse que ça donne aussi, la vitesse d'exécution des réflexes. Et votre chien, c'est quand même un animal qui a des canines, qui est fait pour tuer des petites proies et qui du coup, effectivement, à ce moment-là, peut blesser d'une manière plus ou moins volontaire les personnes ou les autres animaux qui sont autour de lui. Dans ce cas-là, effectivement, on peut alors parler de dangerosité. Et je préfère parler de dangerosité que de méchanceté parce que c'est deux choses complètement différentes. Là, on n'a pas forcément l'intention de blesser, mais effectivement, on peut avoir des dommages collatéraux au fait que le chien a peur et veuille se sortir d'une situation. Et là encore, c'est complexe parce que le chien peut blesser de différentes manières. Donc oui, les chiens peuvent mordre, je pense que je vous apprends rien. Je vous laisse aller regarder la vidéo sur l'échelle de dangerosité si besoin, mais il y a plein d'autres comportements aussi que le chien peut faire. Il peut sauter contre quelqu'un, il peut lui faire un bleu, il peut taper avec son museau même sans ouvrir la bouche, il peut renverser son propriétaire en tirant trop fort sur la laisse, il peut créer un accident de voiture même en prenant la fuite parce qu'à ce moment-là, il regarde plus ce qui se passe autour de lui et il va traverser la route en partant à l'opposé. Dans tous ces moments où le chien panique, il perd ses moyens, souvent il n'est plus capable d'écouter son humain parce que en fait, il est vraiment en mode là maintenant je dois survivre et du coup, il peut à ce moment-là mettre des personnes, des animaux ou lui-même en danger. Ok, donc maintenant qu'on sait que potentiellement un chien peut être dangereux, bien sûr il faut relativiser et il faut mettre ça sous ce qu'on appelle le risque de dangerosité. C'est-à-dire que tous les chiens ne sont pas dangereux du lundi au dimanche, forcément. Par contre, il y a des risques plus ou moins élevés en fonction de plusieurs facteurs. Donc nous en Suisse par exemple, on a une loi qui dit que les chiens dont la dangerosité est supérieure à la norme doivent avoir certaines mesures, etc. Donc ça veut dire qu'il y aurait une sorte de norme. Alors c'est pas facile à quantifier, on est bien d'accord, mais ça montre bien que comme toujours, on a une courbe de Gauss où la plupart des chiens ont un niveau de dangerosité normal, une partie des chiens ont presque aucune dangerosité et une toute petite partie des chiens peuvent avoir un grand degré de dangerosité. Qu'est-ce qui va faire que le degré de dangerosité du chien est plus ou moins haut? Eh bien là encore, c'est complexe parce qu'il y a un grand nombre de facteurs qui vont rentrer en compte. Je pense qu'on est assez facilement d'accord avec le fait qu'un petit bichon qui n'a pas de peur
peur particulière et qui prend la fuite d'office plutôt quand il a peur, n'aura pas du tout le même degré de dangerosité qu'un gros chien d'une race plutôt vive, qui a peur de tout, qui a des phobies, qui a subi des traumatismes, qui a renforcé certains comportements et qui prend facilement l'autodéfense dès que quelque chose l'inquiète. On est bien d'accord que dans ces deux situations, le degré de dangerosité n'est pas du tout le même. Du coup, je vais vous faire une liste de facteurs. La liste n'est pas forcément exhaustive parce que vraiment tout peut rentrer en compte dans ces facteurs. Mais pour vous donner une idée, on va regarder la taille du chien, le poids du chien, relatif au poids de la personne qui tient le chien. Parce que si j'ai un enfant de 8 ans ou un gros bonhomme de 1m80 ou une petite dame âgée de 45 kg, bah ça va pas être non plus le même ratio. Donc on va aussi prendre en compte la force de l'humain, mais on va pas prendre en compte que la force de l'humain, mais aussi la capacité d'anticipation de l'humain, la conscience de l'humain du danger, parce que des fois on a des personnes qui sous-estiment complètement que leur chien peut potentiellement être dangereux, parce que justement ils se disent mais non, moi mon chien il est gentil, il fera jamais de mal à personne, il a pas de mauvaises intentions, alors que c'est pas du tout ça la question. Donc certaines personnes vont avoir plus ou moins conscience, certaines personnes vont être capables de bien anticiper, avoir un bon timing, bien gérer les outils, faire attention, d'autres moins. L'environnement va aussi jouer un rôle forcément. Si vous habitez dans un endroit où vous êtes peu exposé à ce qui fait peur à votre chien, ou si vous habitez en plein centre-ville, bah, ça va pas être la même situation. Les réflexes qui sont même génétiques de votre chien vont jouer, d'accord? Certains chiens, par exemple les beagles de laboratoire, même si on les pousse à bout, ils vont quasiment jamais se mettre à mordre parce que génétiquement ils ont été choisis pour ça et que du coup c'est juste quelque chose qui n'existe presque plus en fait dans leur gène, le fait de se défendre par la morsure. Donc génétiquement aussi, les chiens vont pas avoir les mêmes réflexes et les mêmes habitudes quand ils sont dans cet état de survie. Et ça, c'est quasiment impossible de changer les réflexes d'un chien quand il est dans cet état de survie. C'est difficile en tout cas. Ensuite, il y a aussi bien sûr l'historique du chien qui va rentrer en compte. Par exemple, un chien qui aurait déjà renforcé son comportement, par exemple, il a déjà pincé ou il a déjà mordu et du coup il s'est rendu compte que ça marche, ben la fois d'après, il y a de grandes chances que ce comportement vienne de plus en plus vite parce que ça l'amène à ses moyens, ça lui donne un résultat qui est ce qu'il cherche, donc forcément ça va venir plus vite. Ensuite, on va regarder aussi le type de morsure par exemple, parce qu'il y a des chiens qui vont pincer, qui vont claquer dans l'air, alors qu'il y a des chiens qui vont tenir serré, il y a des chiens qui vont faire des multiples morsures comme ça, vraiment sans s'arrêter, etc. Donc il y a aussi comment le chien mord, parce que ça aussi c'est défini génétiquement, parce que toutes les races de chiens n'ont pas le même type de morsure, parce que à l'origine, dans le temps, la fonction d'un chien n'était pas forcément la même selon s'il devait tourner autour des moutons sans les blesser, ou s'il doit aller chasser le sanglier par exemple. On va regarder aussi la raison du comportement du chien. Est-ce que c'est que le chien a peur ou est-ce que c'est de la protection? Enfin voilà, il y a vraiment plein de paramètres qui vont rentrer en compte dans notre évaluation. J'aimerais juste faire une petite parenthèse aussi sur la question du poids du chien parce que souvent on se dit voilà, le chien fait 25-30 kg. Ça c'est la masse du chien sur la balance, d'accord. Mais il faut pas oublier que les chiens sont plus ou moins rapides et ont plus ou moins de force et d'énergie. Et ça va aussi rentrer en compte. Parce qu'un chien rapide peut gagner 20 à 40 km/h en quelques secondes. Et à 20 km/h par exemple, le poids, la masse du chien est multiplié par 5,5. Et à 40 km/h, c'est multiplié par 11 à peu près. Donc vous imaginez comme ça va monter en fait le ratio du poids entre le chien et le propriétaire. Donc maintenant, si on imagine par exemple un chien de 45 kg qui est promené par une laisse enrouleur élastique de 5 mètres. Le propriétaire est sur son téléphone, il n'est pas attentif, le chien prend peur de quelque chose et part directement l'attaquer. Le propriétaire n'a pas le temps de bloquer la laisse. Du coup, le chien a 5 mètres d'accélération. Et donc, en fonction de comment le chien va être rapide, son poids en fait équivalent au bout de la laisse tenu par l'humain, au bout du bras de l'humain, va être entre 200 et 500 kg. Et là, on a beau être très costaud, quel que soit votre poids, je pense qu'à peu près personne ne peut tenir 500 kg au bout du bras. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre tous les facteurs en considération. On va considérer aussi bien sûr le niveau de contrôle qu'a l'humain sur son chien, donc ce qu'on appelle nous l'éducation, mais ce que certaines personnes vont appeler l'obéissance ou le dressage, parce que forcément un chien qui est plus ou moins attentif à son humain, qui est capable de répondre à un stop, à un coucher ou à un rappel, eh bien encore une fois ça va nous aider à diminuer le degré de dangerosité versus un chien qui n'écoute jamais son humain dans aucune situation et du coup l'humain n'aurait pas par exemple de contrôle à distance. Nous en tant que professionnels, on a justement des grilles d'évaluation où on va considérer un maximum de facteurs pour essayer de faire une estimation la plus juste possible du degré de dangerosité d'une situation. Et là, je parle bien d'une situation, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que moi, j'ai fait des études dans le social, et dans le social, on a beaucoup étudié la question du handicap, et du coup, on dit bien que quand on parle de handicap, on ne parle pas d'une personne qui est handicapée, mais on parle bien d'un environnement qui met la personne en situation de handicap. C'est-à-dire que l'exemple le plus facile, si vous êtes en fauteuil roulant et que
vous vous retrouvez face à des escaliers, là vous êtes dans une situation de handicap parce que vous ne pouvez pas accéder au bâtiment. Si vous êtes en fauteuil roulant et que vous vous retrouvez face à un ascenseur, vous n'avez pas plus de handicap que quelqu'un qui peut marcher parce que vous pouvez rentrer dans l'ascenseur et vous rentre dans le bâtiment comme vous le souhaitez. Et bien pour les chiens, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas un chien qui est fondamentalement dangereux en soi, c'est l'ensemble du chien, de son environnement de vie et de tous les facteurs dont on vient de parler qui va créer une situation plus ou moins dangereuse. C'est-à-dire que si je prends le même chien et que je le mets au fin fond de l'Écosse, dans un endroit où il va jamais croiser rien ni personne, bah, il risque pas d'être dangereux parce qu'il va pas faire de mal à personne. Voire même, si on veut pousser la chose un petit peu plus loin, un même trait de caractère chez un chien peut être un avantage dans une situation ou un inconvénient dans une autre situation. Si je prends un husky qui tracte très bien, c'est un avantage si je l'utilise pour tirer mon traîneau, c'est un inconvénient quand j'ai une personne âgée qui doit le promener au centre-ville et qui se fait complètement arracher l'épaule. Ou bien, si on reste dans l'idée de dangerosité, si je prends un chien dans un jardin qui protège son territoire et qui du coup veut attaquer tous les enfants ou tous les chiens qui passent autour du grillage, c'est pas un comportement adapté et ça peut être dangereux. Tandis que si je prends un chien de ferme qui mange les souris ou qui chasse les loups qui viennent autour du troupeau, eh bien c'est le même comportement qui défend son territoire, mais qui dans ce cas-là est très adapté, voire même très utile. Juste avant de passer à la conclusion, j'aimerais aussi bien vous rappeler qu'un chien peut être dangereux dans le sens qu'il peut blesser, faire du mal, de manière volontaire ou involontaire, sans pour autant être en mode survie. Un chien qui va chasser, qui veut faire de la prédation, peut aussi avoir des comportements qui peuvent blesser, encore une fois, ne serait-ce que parce qu'il peut traverser une route et du coup créer un accident de voiture de manière tout à fait involontaire. Voilà, alors je sais que c'était pas la vidéo la plus joyeuse du monde, mais ça me paraissait important de la faire parce que je suis confrontée à ça au quotidien. J'ai des gens qui ont vraiment adopté un chien en voulant bien faire et qui se retrouvent dans une situation où ils me disent mais en fait je ne m'imaginais jamais me retrouver avec cette difficulté et même ce stress, cette anxiété de me dire que potentiellement mon chien peut blesser un autre animal ou un humain, alors que bien sûr personne n'adopte un chien dans ce but-là, mais malheureusement un chien reste un chien et c'est donc des choses qui peuvent arriver si on n'a pas de chance et qu'on a un petit peu tous les facteurs qui se mettent bout à bout et qu'on a voilà un chien qui va avoir par exemple des peurs et qui se retrouve dans un environnement où il est trop souvent confronté à ses peurs et qu'en fonction de ses traumatismes ou de ses comportements qui ont été plus ou moins renforcés, eh bien peut développer certains comportements qui ont un risque de dangerosité plus ou moins élevé. Et c'est pourquoi je vous ai aussi pas mal parlé de cette notion de poids. J'ai une amie proche d'ailleurs qui a un chien qui est devenu réactif et qui fait 40 kg et elle m'a dit plus jamais je prendrai un chien de ce poids-là parce que ben voilà, elle a pas de chance que son chien soit devenu réactif, mais néanmoins que si elle avait pris un chien de 8 ou 10 kg, ben ça n'aurait pas le même impact sur sa vie, le même chien, le même comportement, ça n'aurait pas eu le même impact s'il faisait 8 kg que quand il en fait 40. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à réfléchir quand on adopte un chien, c'est aussi la question du rapport de poids, puissance, force du chien versus nous. Donc pour conclure en 3 points, je dirais, n'oubliez pas, aucun chien n'est ni gentil ni méchant. Ce sont des animaux, il faut comprendre comment ils fonctionnent, quel est vraiment leur système de peur et de défense. Deuxièmement, si vous vous posez des questions par rapport au comportement de votre chien, évaluez aussi le degré de dangerosité. Réfléchissez par rapport à l'environnement, par rapport aux autres, par rapport à lui-même. Qu'est-ce qui potentiellement pourrait arriver? Quels sont un peu les scénarios qui pourraient se passer? Et pensez aussi à évaluer votre santé mentale dans l'histoire parce que ça prend aussi un coup pour l'humain d'être toujours en hypervigilance, toujours dans le stress, etc. Et troisième élément, quand vous adoptez un chien ou que quelqu'un autour de vous adopte un chien, eh bien réfléchissez bien à tout ça parce qu'on ne peut pas s'y attendre à l'avance et je le souhaite à personne, mais voilà, on ne sait jamais sur quel type de chien on va avoir et en fonction de où on habite, de notre état émotionnel, de nos moyens, etc. Eh bien on n'a pas forcément envie de se retrouver avec un chien d'autant plus difficile. Donc voilà, si on habite dans un environnement difficile comme en ville, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, beaucoup de temps, etc. Eh bien essayez de chercher un chien qui va avoir déjà une taille plutôt petite, une génétique plutôt bonne, même si bien sûr on n'est jamais sûr, et de vous orienter vers des races de chiens qui sont plutôt équilibrés et qui ont plutôt des attitudes de recul, de fuite que d'autodéfense. Et n'oubliez pas, encore une fois, de toujours réfléchir à cette question de la taille du chien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. J'espère que vous ne verrez plus votre chien comme un gentil ou un méchant, mais que vous le verrez plutôt comme un animal qui a des comportements en réponse à ce que l'environnement lui propose. Si vous avez un chien qui est particulièrement réactif ou difficile, je vous encourage aussi à rejoindre notre cours en ligne qui s'appelle SOS Chien Sensible. C'est un cours complet en une 50aine de modules et de vidéos qui va vous aider justement à comprendre le fonctionnement de votre chien, à identifier qu'est-ce qui lui fait peur et ensuite à le désensibiliser, c'est-à-dire l'aider à avoir moins peur de ces situations qui actuellement lui font peur pour qu'il ait moins besoin du coup de se défendre. Et on a de multiples outils concrets pour ça. Il y a plein de vidéos qui vont vous montrer comment faire au quotidien. C'est un cours qui plaît beaucoup et qui est très utile pour les personnes qui ont des chiens justement qui sont sensibles
peureux, anxieux ou même excités. C'était Laetitia Gonon, je rappelle que je suis éducatrice canine spécialisée dans les problèmes de comportement à Lausanne en Suisse et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.